Laurent Katache, que vous avez entendu plus tôt aujourd'hui, je ne vais pas le priver de ses notes biographiques, peut-être certains d'entre vous n'étiez pas là, mais il est des éditions numériques au dictionnaire Le Robert. Il y travaille depuis 1993, ayant d'abord été chercheur au CNRS. Il a créé et publié toutes les versions numériques des célèbres dictionnaires, le petit, le grand Robert Collins, le Robert Junior, etc., les versions CD-ROM en ligne, les livres numériques, les applications et autres. Alors, bienvenue à notre table, Monsieur Katache. Madame Caroline Fortin dirige, à titre de directrice générale des éditions Québec-Amérique, l'ensemble des équipes éditoriales, commerciales et de relations de presse de l'entreprise. 20 ans de carrière au sein du groupe Québec-Amérique. Elle a assumé plusieurs fonctions en lien avec la production, la direction artistique, le développement éditorial, le marketing. Vous allez pouvoir nous donner des avenues de réflexion avec ça, j'en suis sûre. Hein? Et entre 2007 et 2011, elle était vice-présidente de la division Québec-Amérique internationale. Spécialiste de nouvelles technologies et du support numérique, elle bénéficie également d'une vaste expérience sur la scène internationale, connaissance donc du marché international utile pour accroître la promotion des ouvrages et des auteurs, et le dictionnaire, le dictionnaire visuel en sont la preuve. Alors, bienvenue à notre table, Madame Fortin. À sa gauche, M. Luc Roberge, qui œuvre dans le domaine de l'édition depuis plus de 30 ans, principalement au sein des éditions Québec-Amérique, où il avait occupé divers postes de direction, celui de directeur général, entre autres. Mais l'automne dernier, en 2011, il a fondé les éditions Druide avec Anne-Marie Villeneuve et Druide Informatique, l'entreprise créatrice du logiciel Antidote. Une nouvelle maison d'édition généraliste qui fait d'ailleurs sa première entrée littéraire cet automne dans les salons du livre, sans doute. Alors, M. Roberge est aussi vice-président de la Corporation du Salon du Livre de Montréal. Vous ne manquerez pas les salons, c'est certain. Hein? Formation en art et en gestion. Alors, bienvenue à notre table, M. Roberge. Et Mme Danielle Turcotte, entrée au service de terminologie de l'Office québécois de la langue française en l'an 2000. Elle a d'abord participé à la création de Assiterme, le service d'assistance terminologique qui est offert aux usagers du Grand Dictionnaire terminologique quand il a été mis en ligne. Elle a pris ensuite part aux travaux terminologiques qui sont en cours. 3 ans plus tard, elle a abordé le monde de la gestion comme directrice et secrétaire de la commission de toponymie. Et puis, elle a fait un retour à l'OQLF depuis 2010, où elle occupe maintenant les fonctions de directrice générale des services linguistiques. Alors, bienvenue à notre table également. Je vais vous joindre en m'assoyant avec vous, reprendre le crayon de la journaliste qui a toujours l'impression qu'elle va prendre des notes. Monsieur Roberge, en coulisses, on s'était dit, au fond, d'une certaine manière, on va se poser des questions simples, et elle s'était venue de Monsieur Katache. Oui, c'est ça, vous allez partager les microphones à deux. Elle était venue aujourd'hui de Monsieur Katache qui parlait des questions éditoriales, mais dans le fond, les questions commerciales sont un peu la même chose. Quels produits offrez-vous? Quel format allez-vous privilégier? Quel prix? Quel public? Quel usage va-t-il faire de votre produit? Alors, Monsieur Roberge, en fait, vous êtes celui qui représentait peut-être le plus les éditions numériques comme telles, quoi qu'il paraît que vous avez l'intention de tâter du papier, mais enfin, puisque vous allez faire maison d'édition. Principalement du papier. Oui, c'est ça. Dans le numérique et le papier, mais dites-nous vraiment comment on répond à ces questions, quel format, quel prix, qu'est-ce qui a changé là, qui fait qu'aujourd'hui ça vous préoccupe, puis vous cherchez une avenue, un modèle commercial? Ou vous l'avez trouvé? Je dirais, on parlait de Druide Informatique, disons, l'intérêt des éditions Druide, c'est de pouvoir faire des dictionnaires en balançant les coûts à mon associé Éric Brunel chez Druide Informatique, dans la mesure où le développement lexicographique est fait principalement chez Druide Informatique, et de récupérer ces contenus-là pour faire des dictionnaires avec un stress amoindri. Sinon, au niveau du quotidien, je dirais les défis, c'est qu'on est passé d'une logique où on était... disons, un athlète performant dans un sport, et un jour, on nous a dit, mais maintenant, c'est fini la course, c'est le pentathlon. Alors, ça allait bien la course, mais on va te donner un cheval, puis tu vas le monter, puis on te souhaite bonne chance. Et puis un fleuret pour l'escrime, puis etc. Dans la multiplication, cette fragmentation des plateformes-là oblige, dans le fond, une diversification des compétences, tant sur le développement des produits que sur le développement commercial. Et sur le plan commercial, il y a un deuxième défi qui est de concurrencer, je dirais, le pire ennemi, de concurrencer la gratuité qui s'installe dans le marché. Alors, au quotidien, c'est ce qui nous occupe. Et la gratuité, c'est quelque chose qui, finalement, vous causerait la ruine. Vous ne pouvez pas offrir au même niveau. Ceux qui offrent du gratuit n'offrent pas le même produit, mais vous ne pouvez pas descendre à la gratuité. Oui, il faut à ce moment-là changer de logique. Se convertir d'une logique, je dirais, de produit à une logique de service. Quelle est la valeur ajoutée qu'on propose
avec le produit par rapport... Ce qu'on concurrence en général dans la gratuité, c'est rarement l'excellence. On concurrence ce qui est appelé j'ai uniquement l'expression anglaise, le « good enough », qui est le suffisamment satisfaisant, mais qui n'est pas l'ultra performant. Pour plusieurs usagers, c'est suffisant. Pour d'autres, ce n'est pas. Alors, il faut choisir nos niches, il faut choisir nos plateformes. Dans toutes les plateformes, il y a des choix qui vont imposer des choix commerciaux. Le défi, c'est de faire les bons choix. Bon défi. Madame Fortin, est-ce que vous considérez aussi que le défi dans le numérique pour vous, c'était d'abord d'y être, j'imagine, quand vous avez décidé d'avoir vos grands dictionnaires qui étaient déjà connus, oui. Le visuel, le multidictionnaire. Le défi, c'est la perception de valeur. C'est la même chose. Et en fait, pour l'utilisateur, lorsque c'est numérique, on ne voit pas le dictionnaire. On ne peut pas percevoir l'objet. Tout à l'heure, on avait une table avec des beaux dictionnaires, mais la version numérique, on ne voit pas toute l'ampleur du contenu qu'on va accéder. Ouais. Où est votre vitrine dans le numérique? Où est-elle? C'est un peu... nous, en fait, on a eu les deux approches, gratuit et payant. Gratuit un peu pour présenter la perception de valeur, l'ampleur, parce que le visuel, le dictionnaire, je parle du dictionnaire visuel, est utilisé beaucoup en multilingue. Et on a mis en ligne depuis plusieurs années la version unilingue en version gratuite. Par contre, ça nous a permis de bien présenter notre contenu et à ce moment-là d'offrir des versions multilingues en version mobile ou en version scolaire. C'est comme si vous aviez fait, si je comprends bien, c'est comme si vous aviez fait une étude de marché à travers cette gratuité, parce que le numérique vous permet de savoir qui vient voir. Oui, puis c'est sûr qu'en ce moment, la version du visuel disponible en version gratuite unilingue est une version antérieure. Donc, c'est sûr qu'on ne mettrait pas la dernière version du visuel. Mais ça nous a permis aussi de faire connaître le visuel. Et maintenant, la version du visuel gratuite est utilisée vraiment beaucoup. Ça nous permet à ce moment-là de pouvoir le présenter à certains professeurs qui pourraient mieux comprendre l'utilisation. Et puis là, on a des versions maintenant scolaires qui sont commercialisées à travers les distributeurs. Et ça, est-ce que c'est une grande partie de votre clientèle, si on aborde la question en ce moment? Ça reste encore, la version papier reste encore, si on veut parler d'argent, la version papier reste encore, je pense, la version la plus rentable pour l'instant. Mais c'est sûr que je pense que le développement technologique est très important. Il faut être là, il faut y travailler, puis... Aujourd'hui, on voit très bien que les versions numériques vont prendre beaucoup de place et il faut y être. Intéressant. Quand même, j'aimerais revenir avec vous sur une question rentable, la version papier, parce que vous avez déjà toutes les avenues qui sont faites sur le plan du marketing, vous savez où vous adresser, parce qu'en fait, ça ne coûte pas cher de faire une version papier par rapport à informatique. C'est décourageant, cette question. Oui. Je dirais que... Toute comparaison faite? Oui. Bien, si c'est pas cher, je pense qu'un dictionnaire, on ne peut pas dire qu'un dictionnaire n'est pas cher à faire, que ce soit papier ou numérique. Qu'est-ce qui coûte dans le dictionnaire? Les gens. Oui, je reviendrai à vous, Madame Fortin, vous allez voir. Monsieur Cata. Oui, c'est peut-être l'occasion de rappeler que la création d'un dictionnaire, c'est une entreprise très lourde. Est très longue et très chère. Donc, c'est plusieurs millions d'euros. Ça peut être plusieurs millions d'euros pour créer un nouveau dictionnaire. Par exemple, nous, Robert, ça fait longtemps qu'on rêve d'avoir un dictionnaire français-espagnol qui nous soit propre. C'est un investissement qu'on n'a jamais pu s'offrir. Donc, ça coûte cher de faire un dictionnaire. Évidemment, ça coûte plus cher de faire un gros dictionnaire qu'un petit dictionnaire, bien sûr. Mais c'est une entreprise qui mobilise quand même beaucoup de gens pendant quelques années. C'est un investissement lourd. D'autre part, il faut comprendre qu'un dictionnaire numérique, c'est beaucoup de choses en plus aussi. Donc c'est un investissement encore plus grand, puisqu'on on l'a vu avec les plateformes, l'obligation quand même d'être compatible avec le maximum de plateformes possibles. Ça évolue tous les 6 mois. Il y a des constructeurs que je ne nommerai pas qui changent leur système d'exploitation tous les 3 mois et il faut refaire pas mal de choses.
Donc ça demande un investissement en fait en maintenance et en évolution qui est d'une certaine façon plus cher que le papier. Évidemment, puisqu'il y a du contenu supplémentaire, il y a de la maintenance supplémentaire. Alors évidemment, dans l'esprit du grand public, les gens se disent « Ah bah ils économisent, ils n'impriment pas le papier, donc ils peuvent vendre ça moins cher, etc. » Mais en fait, il y a un travail supplémentaire qui est nécessaire. Et en plus, comme on l'a vu, les dictionnaires numériques, on en demande toujours plus de contenu, plus de fonctionnalités. Donc en fait, on doit créer des choses en plus. Je vous donne un exemple tout bête. Dans un dictionnaire papier, habituellement, par exemple, sur l'illustration, on tourne autour d'à peu près, je ne sais pas, 2000, 2500 illustrations. Aujourd'hui, dans un dictionnaire numérique, les gens ils se disent pourquoi il n'y en a pas 5000, pourquoi il n'y en a pas 10 000 ? Bon, si vous voulez rajouter 2 ou 3 000 illustrations supplémentaires, c'est un coût. Enfin, je veux dire, ça peut être, je ne sais pas, l'illustration d'un dictionnaire, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros, si on veut avoir des bons documents, etc. Dans le cas du Robert, M. Katache, ce serait une question cruelle, mais la version papier n'est pas un boulet pour la version numérique. Si vous mettiez toute votre énergie à la version numérique, vous y perdriez à perdre la version papier. C'est là que vous avez assis votre histoire, c'est là où on vous voit dans les magasins. On n'est pas rendu au point où ce ne serait pas mauvais d'imaginer qu'on ne l'ait plus, la version papier, qu'on n'ait que la version numérique. Ah non, mais bien sûr, aujourd'hui encore, une maison d'édition comme le Robert vit avec le marché du papier, donc ça c'est clair. Maintenant, pour nous, c'est une sorte de relais de croissance, pour utiliser un vilain terme, et c'est aussi quelque chose d'important, c'est que ce ne sont pas les mêmes marchés. Le marché se déplace. Donc, si vous voulez, dans le dictionnaire papier, par exemple, vous avez, en tout cas en ce qui nous concerne, on n'avait aucun marché B2B, aucun marché professionnel. On ne vendait pas des stocks de dictionnaires dans les entreprises. Aujourd'hui, on le fait en numérique. Donc, c'est un nouveau marché. Donc, c'est un déplacement. Le marché de l'éducation aussi est important. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, en papier, le marché grand public représente, je ne sais pas, 80% de nos débouchés. En numérique, pour le moment, c'est plutôt le B2B et l'éducation qui représentent 70% à peu près du chiffre d'affaires qu'on fait en numérique. Donc ça s'est déplacé. Ça, c'est très différent. Alors, c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle parce que le grand public perd l'habitude de payer pour avoir du dictionnaire, mais c'est une bonne nouvelle parce que c'est de nouvelles opportunités, etc. Donc il y a vraiment un changement de paysage, en fait. De paysage. Vous permettez, je vais aller du côté de Mme Turcotte parce que on ne peut pas parler vraiment de souci d'argent à l'Office québécois de la langue française avec son grand dictionnaire, puisque le but n'est pas ici d'engranger. Ma patronne est partie, je crois. Écoutez, on est dans une logique d'organisme d'État, donc dans une politique de commercialisation qui est celle de la prestation de services aux citoyens. Donc, on peut avoir tendance à croire que la dimension financière n'a pas d'importance, mais il faut au contraire en être très préoccupé puisque les travaux que l'on fait sont financés par les fonds publics. Oui. Donc, on a une préoccupation à cet égard. Cependant, dans la dynamique du travail, ce n'est pas toujours présent, puisqu'on n'est pas dans un système de compétition. Alors, on peut parfois perdre un peu de vue cette dimension-là, en tout cas au niveau des gens qui travaillent aux recherches et qui sont très soucieux de mener des recherches très complètes, très pointues, donc à la limite presque sans fin. Et ça, c'est un grand défi pour la gestionnaire que je suis, bien sûr. Mais en même temps, on a un défi qui est celui de faire face à tous les dictionnaires commerciaux auxquels la population québécoise a accès. Et parce qu'on sert la population, vont nous demander d'offrir un produit qui va être à la limite équivalent à ces ouvrages qui bénéficient sûrement de soutien informatique, en tout cas, qui sont très grands. Nous, dans la fonction publique, on a beaucoup de limites dans le recrutement, notamment, de l'informatique. Alors, donc, vous vous faites pousser dans le dos par le génie informatique au privé à côté, chez le compétiteur, par exemple. Absolument, et non pas parce que les gens chez nous ne sont pas bons, mais on a peu de gens. Et parce que les moyens financiers aussi pour le développement n'est pas toujours au rendez-vous.
Alors, c'est certain que les questions de langue, bon, là, on sait qu'on entend beaucoup parler de l'importance de la langue française au Québec. Alors, peut-être que ça peut nous redonner un élan, bien qu'on avait quand même un bon appui depuis plusieurs années. Mais il reste que c'est un défi, quand même, le financement. J'aurais l'impression que le grand dictionnaire terminologique et surtout les usagers sont surtout des professionnels de la langue. Est-ce que c'est le cas? Dites-moi, parlez-moi un peu de votre... C'est intéressant, cette perception-là dont vous nous faites part, parce que, en effet, la banque de terminologie, à l'origine du GDT, était une banque spécialisée qui était conçue pour des spécialistes de la langue. C'était vraiment la clientèle première. Mais aussi, il y avait une dimension qui était pour des travailleurs, parce que comme on parle de terminologie, de langue de spécialité, c'est un ouvrage qui était destiné aussi à la francisation, donc d'aller donner le terme juste dans les milieux de travail. Ça reste toujours ça. Là où il y a eu un grand pas de fait dans l'ouverture à une nouvelle clientèle, c'est lorsqu'on a, je dirais, démocratisé notre produit en le mettant en ligne en l'an 2000, justement, au moment où moi j'ai joint l'équipe des services linguistiques. Alors là, il y a eu un bon battage médiatique autour du grand dictionnaire terminologique. Ça a vraiment été un succès incroyable, la mise en ligne de cet ouvrage-là, mais ça a eu pour effet de nous amener une nouvelle clientèle et qui n'était pas nécessairement très familière avec la dimension terminologique de l'outil. Donc, les usagers y cherchent plus que la langue de spécialité. Et comme plusieurs des spécialités aujourd'hui sont accessibles à monsieur, madame, tout le monde, eh bien, on voit disparaître un peu la frontière entre langue de spécialité et langue générale. Et là, il faut tenir compte de ça dans le travail que l'on fait. Alors, il faut adapter le travail que l'on fait en terminologie. Il y a de nouvelles orientations, de nouvelles politiques d'officialisation qui est en vigueur d'ailleurs depuis le tournant des années 2000. Et ça n'a pas été sans susciter toutes sortes de critiques à l'égard de nos travaux. Oui, je vois Mme Fortin qui disait oui, qui hochait de la tête sur la notion d'adaptation du produit. Est-ce que je peux vous faire parler un peu là-dessus? Parce que ça a dû être dans vos préoccupations. Vous avez le feedback des gens, là, qu'on l'a pas avec le livre. Pour le visuel, oui. Puisqu'il était accessible gratuitement. Donc, quand on a entamé les travaux sur l'édition 4, on a sorti les statistiques d'utilisation du visuel en ligne, ce qui nous a permis de comprendre comment les gens utilisaient le visuel, ce qui n'est pas possible avec la version papier. Donc, c'est intéressant. Oui. Monsieur Katash, est-ce qu'on peut se dire qu'on est juste au début de cette révolution numérique et qu'on n'a pas encore trouvé le modèle qui va convenir à faire vivre, faire cohabiter les deux formats, à vous faire ouvrir vers l'avenir, garantir votre clientèle, garder votre niche dans le marché? Est-ce que c'est une situation délicate, première, dans laquelle on se trouve présentement, ou si on trouve ses assises à travers ça? Oui, c'est une situation délicate, comme ça peut concerner beaucoup d'autres domaines, la presse, l'édition, la musique, le cinéma, etc. Enfin, tous les domaines où, en fait, la dématérialisation change complètement les modèles. Donc, c'est sûr que c'est une phase relativement délicate, ça change vite. Si on prend par exemple la presse en ligne, je ne sais pas, en 5 ans, ils ont changé 5 fois de modèle. Enfin, tous les 6 mois, ils essayent une nouvelle formule, ils cherchent quel est le bon modèle, quel est le bon prix, est-ce que c'est de l'abonnement, est-ce que c'est de l'achat à l'unité, est-ce que c'est 1 euro, 5 euros, etc. Donc les modèles se cherchent. Et puis le problème aussi, c'est une des grandes différences avec l'édition papier, c'est que nous ne sommes pas maîtres de l'environnement. C'est-à-dire que les acteurs de cet environnement ne sont pas les acteurs traditionnels de l'édition. Les acteurs, ils s'appellent Amazon, ils s'appellent Google, ils s'appellent Apple, etc. C'est eux qui font les règles du jeu de là où on veut travailler. Donc, et ça peut changer du jour au lendemain. Donc, on ne maîtrise pas l'environnement. En plus, ils peuvent être vos rivaux, Monsieur Roberge, parce qu'ils se proposent eux-mêmes sur les terrains de l'encyclopédie, des dictionnaires. Peut-être pour revenir sur l'idée de la comparaison des marchés, pour avoir une bonne idée de ce qu'on parle. Il y a un effet de halo autour du dictionnaire numérique parce qu'il y a une présence médiatique très, très importante. Le dictionnaire papier est beaucoup moins sexy sur le plan médiatique, on en entend peu parler. Par contre, un dictionnaire papier
Prenons le Petit Larousse. Prenons le Petit Larousse, sans voir les chiffres. Je veux dire, il y a déjà des chiffres qui ont été annoncés au fil des années, là, des 100 000 exemplaires. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires par année. Un dictionnaire numérique vendu sur un CD-ROM par une librairie. Oublions Antidote, qui est un animal distinct avec des centaines de milliers d'usagers. Ça ne correspond pas à la réalité d'un éditeur de dictionnaire habituel. On parle de quelques milliers d'exemplaires. Le changement, actuellement, le dictionnaire papier, c'est comme un grand lac qui fuit. Il n'y a plus de croissance dans le dictionnaire papier, ça diminue lentement, mais le lac est tellement grand qu'il y a encore des belles années devant nous pour le dictionnaire papier. Le dictionnaire numérique est en croissance, les modèles ne sont pas encore tout à fait établis. Le jour où le barrage va céder, c'est le jour... Parce que les dictionnaires, essentiellement, là, c'est une logique commerciale scolaire. Le gros des dictionnaires, c'est vendu où il y a des listes scolaires où on demande de racheter à chaque année l'édition 2008, 2009, 2010. À la maison, l'usager, souvent, a un dictionnaire qu'il va conserver pendant plusieurs années. Le jour où, exemple, on équipe toutes les écoles d'une tablette numérique, puis on dit c'est fini, on veut, sur la liste scolaire, c'est le téléchargement de l'application dictionnaire. Là, le barrage va céder sur le côté du papier, et là, il va y avoir une inversion complète là, qui va se produire. Pour l'instant, c'est une fuite très, très, très douce qui se fait lentement. On perd des points de pourcentage sur ces marchés-là. Et la complexité pour un éditeur papier, c'est on ne va pas d'un modèle où on avait un grand lac, puis on va dans un autre grand lac. On part d'un grand lac vers un chapelet de lacs, je dirais même une tourbière, parce que la multiplication des plateformes, réussir à maîtriser ça, la création, la naissance des plateformes, je dirais à chaque année, la désuétude des plateformes. On parlait tantôt des tableaux blancs interactifs. Moi, je parlais à un éditeur scolaire qui me dit « c'est fini ». Parce que il dit c'est trop complexe, c'est coûteux, c'est dédié. Le gars venait d'installer un dernièrement, ça a coûté 5 000 $ l'installation, ça lui a pris 4 jours. On va arriver avec des solutions justement plus génériques, comme la tablette éventuellement. Mais là, c'est un peu, on a vécu ces crises-là il y a 30 ans ou 40 ans avec toute la révolution de l'audiovisuel, où on a équipé des écoles d'équipements audiovisuels qui finalement n'ont jamais été maîtrisés par le personnel enseignant, puis finalement qui tombent dans des études. Probablement que le problème de tous ces supports technologiques-là, c'est de gérer la désuétude et de faire le bon choix. Quel est le bon cheval, là? Qu'est-ce qui va perdurer dans le marché? Pourquoi est-ce que ça paraît si simple vu de l'extérieur? Vous choisissez les mêmes outils que ce que l'enfant a à la maison quand il joue. Pourquoi ce ne serait pas juste ça, Mme Fortin? Quand vous y pensez vous-même, est-ce que vous pourriez penser qu'avec, par exemple, le multi, vous diriez... c'est des questions d'argent qu'il y a derrière ça, vous allez me le dire. Hein. Bon, alors Québec-Amérique se lance. On va offrir des tablettes aux écoles. On va leur garantir qu'il n'y aura pas de lien avec autre qu'avec... Il faudrait trouver une clé, là, mais autre qu'avec Québec-Amérique, par exemple, pour la consultation. Voilà, c'est parti. La même tablette qu'ils ont à la maison, point. Ça dure 2 ans, une tablette, en fait. Ouais, bon. Il y a un éditeur qui s'appelle Franklin Electronics, je ne sais pas si vous connaissez. Il crée des petits dictionnaires. Ah oui, autonomes. Oui, en consultation unique. Tout ce qu'il y a dessus, c'est un dictionnaire. Nous, ils le font très bien et on travaille avec eux. Okay. J'avais, dans d'autres marchés, dans le fond, c'est un peu... il y a tout l'aspect, j'entendais le B2B, je pense qu'il est là, je pense, l'avenir du numérique pour le dictionnaire en ce moment. C'est où se situe l'avenir de tous les années investies à créer des contenus, que ce soit le multidictionnaire ou le visuel. Et maintenant, je pense que c'est d'aller chercher justement des partenariats. On ne peut pas tout faire et il faut... Donc, je ne verrais pas Québec-Amérique investir à créer une tablette. On n'est pas bon là-dedans. Par contre, on est bon avec nos contenus, on les connaît. Et puis, on a travaillé avec Franklin Electronics pour les marchés asiatiques avec le visuel. Très intéressant. J'ai évalué la possibilité de le faire ici, de voir si... Mais je ne pense pas que ça soit pertinent. De par le fait que ces petits engins, en peu d'années, sont devenus désuets comparativement au téléphone que les enfants ont dans les mains en ce moment. Voilà. Donc, oui, mais je verrais très mal comment nous, on pourrait créer... et puis, en fait, on écoutait... c'est sûr que ce serait bien d'avoir un outil où ce soit uniquement un dictionnaire électronique, mais pour ça, il faut faire tout un autre développement, ouais, d'après moi.
Ça a l'air d'être vraiment un critère. Est-ce que vous pouvez imaginer des partenariats qui accompagnent Robert dans le numérique pour l'avenir? Est-ce que c'est quelque chose que vous discutez? Oui, quel type de partenariat des partenariats? Imaginez entre autres avec un fabricant du soutien, du support. Est-ce que ça c'est possible? Oui. Enfin, on s'est penché sur la question. Par exemple, dans le domaine des liseuses, pour pouvoir pré-embarquer des dictionnaires, etc. Mais là, je dirais on se heurte en fait justement à une évolution quand même des mentalités, qui peut-être provisoire, j'espère, qui est que les dictionnaires gratuits sur Internet ont banalisé complètement le dictionnaire. C'est-à-dire que le dictionnaire est perçu comme un objet sans valeur, anonyme. Il y a pas. De toute façon, c'est une idée très ancienne, je pense, dans l'esprit des gens qu'il y a finalement un dictionnaire. Beaucoup de gens pensent qu'il y a un seul dictionnaire, en fait, comme ils pensent qu'il y a un code de la route. C'est de cet ordre-là. Et donc, en fait, effectivement, il y a Larousse, Robert, etc. Chacun fait sa version du dictionnaire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une banalisation du dictionnaire, et en fait, on la retrouve souvent chez nos interlocuteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent nous voir, on va les voir, etc. Très bien, on voudrait mettre un dictionnaire dans une liseuse. Formidable, c'est très utile pour le lecteur, etc. Et puis au bout du compte, ils vous proposent quelques milliers d'euros, quoi. Enfin, c'est de cet ordre-là. Et c'est tout. Donc, à un moment donné, ça pose un problème. Enfin, économiquement, c'est quelque chose qui est encore difficile. Mais bon, ça va, je pense, travailler. Je pense que comme il a été dit, il ne faut pas oublier qu'une activité importante du dictionnaire, c'est quand même la prescription. Enfin, c'est quand même le scolaire et la prescription. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi une volonté commune qu'il faut développer de prescrire les dictionnaires numériques, c'est-à-dire de considérer que oui, ce sont des outils utiles. Le dictionnaire a fait ses preuves depuis très longtemps. Le dictionnaire numérique, il n'a pas de raison d'être moins utile, il a plutôt des raisons d'être plus utile. Donc il faut aussi qu'un certain nombre d'acteurs, des enseignants, des prescripteurs, etc., encouragent à l'acquisition de dictionnaires numériques, les professeurs encouragent leurs étudiants à s'en servir, leur apprennent à s'en servir, montrent tout ce qu'on peut faire avec, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Donc tout ça a existé pour le papier, ce rôle de prescription, oui. Et il est à faire sur le numérique, parce que sinon ça veut dire qu'on baisse les bras et on dit, après tout, ils utilisent Google, et puis tant pis, quoi. C'est ça, M. Robert, est-ce qu'il n'y aurait pas là des partenariats, des complicités à trouver dans le monde de l'éducation? Si le ministère a une règle, en quelque part, qui reconnaît qu'on peut utiliser le numérique, mais qu'ailleurs, on est un peu restrictif. Est-ce qu'il n'y a pas, même de toute façon, un usage plus grand à développer, une complicité avec avec les fabricants, tout ça, c'est des complicités assez perverses. Dans la mesure où, pour eux, comme on disait tout à l'heure, c'est qu'un dictionnaire, c'est une commodité pour eux. C'est un ajout d'une fonctionnalité à l'intérieur de leur produit. Oui. Et ils n'ont pas l'intention de vous donner une large part de leurs bénéfices pour l'installer dessus. Et ils cherchent quelqu'un qui va pouvoir leur offrir à meilleur compte. Ce qui est important, c'est de pouvoir annoncer, de dire « inclus un dictionnaire ». Après, la qualité du dictionnaire, on en reparlera plus tard ou on n'en parlera pas du tout. Donc, les partenariats, ils sont quand même limités. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est quelles sont les plateformes de l'avenir. On s'entend que pour ces contenus-là, probablement que la meilleure, on le voit là, on l'a vu aujourd'hui, tout le monde est d'accord de dire, pour un contenu donné, généralement, il y a une plateforme de choix. La plateforme de choix est probablement une plateforme numérique. Et on va transiter vers ça graduellement. Là, actuellement, il y a une résistance parce que au niveau du matériel, le matériel n'est pas présent, si on parle du milieu scolaire. On dit le tableau blanc interactif, c'est probablement un éléphant blanc. On va passer probablement à la tablette et si on me disait sur quoi tu veux miser, je dirais même la tablette, on n'y arrivera pas. Je miserais davantage sur l'ordinateur ultra-portable dans la mesure où l'ultra-portable permet la création de documents versus la tablette qui est quand même un outil, beaucoup de consultations où la création c'est quand même étriqué beaucoup, là, juste au niveau du clavier, la saisie, tout ça. L'ultra-portable demeure avec un clavier un outil plus performant. Puis si on compare des prix aujourd'hui, une tablette haut de gamme à 1 000 $, on a probablement un MacBook Air pour 1 200 $. On n'est pas loin, là.
Donc, si la transition se fait, les partenariats, il ne faut pas trop compter là-dessus. Je pense qu'il faut regarder, je pense que les créateurs de dictionnaires doivent travailler dans un environnement qui va être nécessairement plus difficile. Le dictionnaire devient, comme on disait, parler dans le fond du juste suffisamment bon, là, c'est l'ennemi principal. Le fabricant va dire, moi, je ne vais pas acheter un dictionnaire, j'en ai un intégré. Tu sais. Et il fait le travail. Tu sais. Après ça, il faut prouver, dans le fond, que le nôtre se distingue de façon importante. Le temps passe, le temps file. Est-ce que je peux vous demander, à vous quatre, chacun, sur quelle idée vous allez nous laisser, sur quel espoir on peut avoir? Moi, j'ai encore le souvenir que ma mère, religieusement, nous achetait à la semaine des tranches de dictionnaire pour qu'on puisse en avoir un. Et ça inclut aussi même l'achat d'un Webster après, mais on ne s'est pas anglicisé, c'était juste comme un aspect secondaire. Et je me dis juste, peut-être que les parents d'aujourd'hui qui veulent bien faire pour leurs enfants, je me demande si vous êtes là pour leur dire que vous êtes là et que c'est accessible, que c'est faisable, que c'est pas trop cher. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose que... Pensons à l'avenir de la langue française. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse? Est-ce que vous voyez quelque chose que vous allez faire ou vous allez devoir faire? Je ne sais pas par qui je vais commencer, mais tiens, l'Office de la langue française. Évidemment, quand on parle d'éducation, on s'en va plutôt du côté du ministère de l'Éducation. Et les deux mandats, même s'ils sont en quelque part liés, on travaille sur la langue, bien sûr, mais ces questions-là seraient davantage débattues au ministère de l'Éducation, d'autant que les produits qu'on fait présentement à l'Office sont plus loin du milieu scolaire. Oui. Alors, même si c'est un produit qui peut être offert au grand public, il reste que ce n'est pas un ouvrage qui est destiné à l'enseignement. Donc, on n'est pas encore dans cette sphère-là et il faut vraiment aussi choisir nos mandats puisque les ressources sont limitées et on a à poursuivre le travail qui est déjà en cours puisqu'on vise essentiellement la francisation. Ne perdons pas ce but très important du travail de l'Office, cet objectif important. Et tant mieux que ça reste, ça vous justifie dans la compétition aussi. Oui, voilà. Voilà, merci beaucoup, Mme Turcotte. Monsieur Roberge. Moi, je pense que... Parce qu'on parle beaucoup des préoccupations des éditeurs, mais pour l'usager, je crois qu'il y a peu de problèmes, parce que cette diversification-là qui est un problème pour l'éditeur, c'est une source de joie pour l'utilisateur d'avoir des choix qui sont multipliés. Alors, au diable l'éditeur, puis vive l'usager à la fin. Mais dites-nous que vous allez survivre au moins les 5 prochaines années. Nous, on va être là, oui. Parce que dans notre cas, j'ai une espèce de, comme je disais au départ, j'ai une espèce de carte passe-partout en disant j'ai mon ami Éric Brunel chez Antidote qui doit développer le contenu des dictionnaires et moi, je vais vampiriser ça. Et il le sait. Merci beaucoup, M. Roberge. Madame Fortin. Oui, tiens, voilà, ça vous donne le microphone. Moi, je reviens sur la perception de valeur. Moi, je dirais, oui, l'électronique, c'est beau, mais je pense que les enfants d'aujourd'hui devraient quand même tout de même avoir une version papier. C'est ce que je pense. Je ne pense pas qu'on doit apprendre à dessiner directement sur un ordinateur. Pourquoi qu'on apprendrait à consulter un dictionnaire tout de suite sur une version électronique? Je pense que les deux doivent se compléter. Merci, Mme Fortin. Monsieur Catage. Pas trop quoi vous dire. Je suis plutôt optimiste. Je pense que les choses sont évidemment très, très relatives. Donc, on a du mal à imaginer à ce que ça pourrait être dans 40 ans. Et en plus, dans ces domaines-là, ça évolue très vite. Je pense que la nostalgie que nous, on peut avoir, éventuellement des dictionnaires papier, etc., peut-être nos enfants dans 40 ans diront... Quand j'étais petit, j'avais une machine, ça s'appelait un iPad, et je pouvais cliquer sur les mots, c'était génial, j'en ai un souvenir extraordinaire, parce que dans 40 ans, il y aura un truc complètement dingue qu'on n'arrive pas à imaginer aujourd'hui, et ils auront la nostalgie de ça. Donc tout ça est très relatif, en fait. Je pense qu'il faut simplement... Pourvu qu'on survive. C'est plus un problème de temps, je pense, c'est ça la vraie question. C'est le temps de création qui s'accélère, et on n'a pas 5 ans devant nous pour imaginer un nouvel objet numérique, parce que dans 5 ans, ce sera encore autre chose, etc. Donc c'est le temps qui compte. Alors, je vais vous souhaiter du bon temps, plein d'énergie, beaucoup de flair, une grande capacité de réaction et de conviction auprès de vos collaborateurs. Merci beaucoup d'avoir été présents aujourd'hui. Merci.